d'être venus nombreux pour écouter notre orateur Laurent Gély, que je commence par remercier déjà pour sa venue, pour avoir accepté notre invitation. Alors je le présente en quelques mots, même si vous connaissez certainement ses travaux. Donc Laurent Gély est professeur honoraire de l'Université de Genève, spécialiste de littérature du 19e, du 20e siècle surtout, et de théorie de la littérature, et puis aussi d'esthétique. Son ouvrage majeur en théorie littéraire qui a fait date reste la parole singulière, qui est publié en 1990, je le dis à la belge, aux éditions Belin. Il a publié aussi quantité d'autres travaux de référence dans le domaine de la théorie littéraire, notamment sur la fin du paradigme symboliste à l'âge du modernisme, dans un livre qui s'appelle La fin de l'intériorité, paru en 2002 au PUF, aussi sur la notion de révolution poétique et ses évolutions, un gros siècle et demi de littérature depuis 1830, dans Je suis la Révolution, là aussi aux éditions Belin en 2008, et aussi des travaux qu'on a d'ailleurs utilisés dans le cadre d'un séminaire sur le style qui était organisé il y a 3 ans au Centre Prospero, donc des travaux sur la notion de style. Laurent Gély a notamment dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle Le style en acte vers une pragmatique du style, c'est paru en 2011. Alors Laurent Gély, j'hésite à dire ensuite ou en parallèle, je ne sais pas ce qu'il faut dire, intéressé à la théorie de l'image, du voir, de l'esthétique, au sein de ce qu'il appelle lui-même la vie esthétique, c'est le titre de son ouvrage de 2013, les ouvrages les plus récents, donc qui est paru aux éditions Verdier, ce qui va amener Laurent Gély à définir ce qui constitue selon lui le moment esthétique, c'est-à-dire la temporalité particulière de ce moment esthétique en tension entre stase et flux, stase dans le flux. Et c'est dans ce cadre de l'esthétique de l'image que Laurent Gély va tracer les contours de ses recherches sur l'instant, sur la notion d'instant, dont il va être question aujourd'hui. Une notion qu'il va aussi traquer dans un livre qui s'appelle La brûlure de l'image, l'imaginaire esthétique à l'âge photographique, aux éditions Mimesis en 2019, un livre dans lequel il enquête sur les spécificités de l'image photographique et son impureté. Et puis, en 2020, il publie enfin Le désir de voir, ce bel ouvrage aux éditions de l'Atelier contemporain, où Laurent Gély prolonge sa tentative d'une quête esthétique personnelle pour enfin voir, pleinement voir, comme il le dit lui-même dans l'essai, à travers l'expérience de la calligraphie, du trait, de la photographie et de la peinture. Alors son titre aujourd'hui, qui est à la fois dans la ligne des travaux que je viens de vous présenter, mais aussi tout à fait dans la ligne du sujet de notre séminaire Penser au présent, et surtout du deuxième axe du séminaire, je le suppose, en tout cas, sur l'historicité et l'anachronisme, puisqu'il va être question de la notion de l'instant. Donc son titre aujourd'hui est La poétique de l'instant et la photographie. Je vous laisse la parole et merci encore une fois d'être venu pour faire cette présentation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation qui me permet de venir à Bruxelles et de découvrir, à vrai dire, la ville et aussi l'ULB. Donc, L'université Saint-Louis, c'est pas... pardonnez-moi. Et donc, mon titre est agrémenté d'une parenthèse sur le PowerPoint parce qu'il va aussi être question de peinture comme un jalon nécessaire vers la photographie. Au cours de cette présentation, je vais défendre une thèse assez simple, c'est que l'instant est un objet qui est indémêlablement phénoménologique et esthétique. Il n'y a d'ailleurs peut-être aucune expérience temporelle qui ne prenne pour mesure une forme esthétique. C'est vrai depuis Augustin, dans les Confessions, qui, lorsqu'il réfléchit sur l'expérience du présent, prend pour exemple la récitation ou le chant, comme moment qui est à la fois un moment de mémoire, d'attention au présent même et d'anticipation. Et on pourrait aller d'Augustin jusqu'à Ricoeur, lorsqu'il réfléchit sur le temps. C'est aussi à partir de formes esthétiques, de formes romanesques en l'occurrence.
Pour m'en tenir à l'instant, j'avancerai cette idée que, évidemment, cette notion a des soubassements philosophiques, mais qu'elle ne trouve vraiment de précision que dans une réflexion esthétique, réflexion poétique sans doute, mais aussi beaucoup picturale, et c'est à cette réflexion picturale que je m'attacherai. Et pourquoi la photographie, qui sera au terme de mon itinéraire? Parce que la photographie tient une place particulière dans l'esthétique de l'instant, sans doute parce qu'elle constitue la première technologie de l'instant. Et non pas une technologie réservée à des penseurs, des artistes ou des esthètes spécialisés, mais une technologie dont nous savons à quel point elle est aujourd'hui universelle, quotidienne, et c'est donc une pratique générale, en fait, mondiale, hein, de l'instant, à travers cet instrument qui est l'appareil photographique, particulièrement numérique. À ma connaissance, il n'y a pas d'histoire de l'instant. Alors peut-être qu'il y a des causes à cela qui tiennent à une réticence de la discipline historique à aborder un objet qui résiste en quelque sorte à l'historicité, parce que même si l'histoire ne cesse de s'occuper d'événementialité et de rupture, elle ne prend sens qu'à réintégrer ces ruptures et ces événementialités dans des continuités de causes et de conséquences. Et si l'instant se définit comme une temporalité sans suite, il se tient aux limites de l'intelligibilité historique. Il n'en reste pas moins que cette histoire de l'instant existe tout de même par bribes, plutôt chez des historiens des idées et de la sensibilité. Effectivement, cette notion a un moment de naissance qu'on peut fixer en gros au XVIIIe siècle, comme l'ont noté les philosophes, les critiques littéraires et les historiens d'art. J'irai très vite en fait là-dessus, c'est pas mon propos de faire une histoire de l'instant, mais juste peut-être de situer quand cette notion d'instant et pourquoi elle émerge. Je dirais que la thématisation de l'instant est moderne, enfin au sens où elle émerge vraiment et se développe au XVIIIe siècle, sur un double plan, qui est un plan philosophique et un plan artistique. La notion d'instant est contemporaine de l'empirisme de Locke et de ses successeurs. Et ici, je citerai Starobinsky dans son introduction à l'invention de la liberté, qui fait une très belle synthèse et très claire synthèse de cette apparition de l'instant, en disant ceci. Contrairement à Descartes, qui soutenait que l'âme pense toujours et qu'elle possède des idées innées, et que par conséquent elle est toujours assurée de son existence, Locke affirme que l'âme n'a d'idées qu'à la suite de ses sensations, qu'il ne peut y avoir de pensée que sur les matériaux fournis par l'expérience sensible, loin de pouvoir compter sur les idées innées. L'âme n'a de conscience d'exister que dans les instants où elle sent. L'âme n'a de conscience d'exister que dans les instants où elle sent. Rien n'est donc plus variable que notre conscience d'exister. Donc, le temps humain n'est plus garanti par Dieu, il est lié à la sensation, il est lié au temps de la sensation. Et dans
la suite de Locke, Hume, dans le traité de la nature humaine, ouvre à ce qu'on pourrait appeler la conscience de l'instant. Il écrit ceci: chaque moment doit être distinct, postérieur ou antérieur à un autre. Chaque moment dans sa succession est parfaitement unique et indivisible. Alors, c'est évidemment une notion du temps tout à fait nouvelle qui surgit, mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, elle est liée à une considération esthétique que relève Starobinsky et qui nous intéresse directement. Je cite encore Starobinsky, toujours L'invention de la liberté, 1964. Que la conscience éprouve désormais sa durée comme une succession d'instants discontinus, séparés par des états d'anéantissement, elle ne cessera pour autant d'occuper une position centrale et privilégiée. Seulement, nous la verrons recourir en art à une surenchère d'émotions qui lui permettront d'intensifier et de stimuler le bonheur momentané de l'éveil sensible. Donc, ce que Starobinsky indique ici, c'est que l'art va avoir pour fonction, en fait, la gestion, si on peut dire, de l'instant, son maintien, son intensification, et va donc prendre une place centrale dans cette nouvelle phénoménologie du temps qui s'annonce. Ce que Starobinsky décrit, je ne m'y attarderai pas, mais se trouve confirmé par le vieux livre du vieux Robert Poulet dans le volume des études sur le temps humain. Il y a un volume des études sur le temps humain qui s'appelle précisément « Mesure de l'instant ». Et une grande partie de Mesure de l'instant est d'ailleurs consacrée à des écrivains du XVIIIe. Il parle de Casanova, notamment, du culte de la sensation instantanée et de son renouvellement aussi, d'une sorte d'épuisement en fait, qu'il y a chez Casanova, parce qu'il s'agit toujours que les instants de jouissance soient répétés, renouvelés, remémorés aussi à travers l'écriture. Donc il y a une gestion de l'instant de jouissance chez Casanova. Je vous renvoie à un nombre d'études qu'on trouve dans ce volume de Georges Poulet, également sur Stendhal, et sur la façon dont chez Stendhal, il y a une sorte de déliaison de la construction narrative au profit d'instants rapides, les instants où l'on sent avec énergie, dit Stendhal. Je ferai un grand saut maintenant, toujours dans des considérations un petit peu générales sur cette question d'une philosophie de l'instant. Je ferai un grand saut jusqu'à Bachelard, auteur en 1931 d'un ouvrage intitulé « L'intuition de l'instant ». Alors le contexte en fait de cet ouvrage ne nous intéresse que secondairement, mais je le rappelle, en fait c'est un pamphlet anti-bergsonien. C'est un livre qui s'érige contre l'idée de durée bergsonienne et qui au fond se trouve dans la lignée des penseurs empiristes de l'instant. Bachelard affirme avec vigueur que la seule expérience du temps que nous ayons, c'est une expérience discontinue, c'est l'expérience des instants, et les continuités sont recréées fictivement, en fait, en liant des instants qui sont fondamentalement discontinus. Je cite Bachelard: « La vie ne coule pas le long d'une pente dans l'axe d'un temps objectif qui la recevrait comme un canal.
Elle est une forme imposée à la file des instants du temps, mais c'est toujours dans un instant qu'elle trouve sa réalité première. L'instant, dit Bachelard, est le caractère vraiment spécifique du temps. Donc, mais c'est moins en fait ce débat avec Bergson qui m'intéresse que une donnée psychologique que souligne Bachelard et qui, à vrai dire, était déjà présente chez Augustin dans les Confessions quand il réfléchit sur le présent. Et cette donnée psychologique que relève Bachelard, c'est le rôle fondamental qu'il attribue à l'attention dans la saisie de l'instant. Je cite Bachelard. Nous devons souligner au passage, oui, mais c'est un passage qui, moi, m'importe, la place de l'acte d'attention dans l'expérience de l'instant. Toujours Bachelard, c'est qu'en effet, il n'y a vraiment d'évidence que dans la volonté, dans une conscience qui se tend jusqu'à décider d'un acte. Donc, pour le dire autrement, l'instant chez Bachelard, c'est le résultat d'un acte intentionnel. Ah. Et on peut dire que l'instant dure aussi longtemps que dure cet acte. C'est lui qui lui donne ses contours. Donc, pour Bachelard, ce qui crée l'intuition de l'instant, ce n'est pas une distension de l'âme comme chez Augustin, mais c'est une sorte de décision quasi délibérée de l'esprit, une focalisation sur un moment isolé du temps. C'est un acte volontaire de la conscience. Et ça me permettra de faire un dernier saut autour de cette notion d'instant, parce que Bachelard me permet de pointer une étroite relation entre conscience de l'instant et expérience esthétique. Beaucoup plus récemment, Jean-Marie Schaeffer a essayé de définir de la façon la plus large possible l'activité esthétique, et il la définit comme une activité attentionnelle. Une activité attentionnelle qui est régie par le seul plaisir. Vous voyez, adieu à l'esthétique, donc en 2000. Une expérience esthétique dure aussi longtemps que l'attention qu'on porte à une sensation, et peu importe d'ailleurs que cette sensation procède d'un aspect du monde sensible ou d'un artefact. L'expérience esthétique est prise au sens le plus large possible. Donc, je dirais que réciproquement, toute expérience esthétique s'accompagne d'une production d'instant. Il y a une parfaite réciprocité entre ces deux mouvements, si je mets en rapport ce que dit Bachelard et ce que dit Schaeffer. Il y a un fondement esthétique de l'instant, pas du tout, évidemment, au sens où la conscience de l'instant voudrait faire de l'art. Non, non, ce n'est pas la question. Mais c'est au sens où la conscience de l'instant ne peut exister sans une attention à la sensation, et donc sans une expérience esthétique au sens large du terme. J'en viens maintenant, après ces préliminaires sur la notion d'instant, j'en viens à un point de vue plus historique, c'est-à-dire aux relations entre l'instant et l'image. Et je ferai donc un retour au XVIIIe siècle, parce que ce n'est pas seulement philosophiquement que l'instant fait son apparition, mais c'est aussi dans la critique d'art, avec deux textes bien connus, la double réflexion qui est concomitante et indépendante, celle de Lessing dans le Laocoon et celle de Diderot dans les salons. Alors commençons par Lessing. Il y a un ensemble de paradoxes historiques autour de
de Lessing, parce qu'il part de prémices néoclassiques sur l'art qui sont à peu près opposées à celles de Diderot. Elles sont néoclassiques. On pourrait dire que les prémices de Diderot sont pré-romantiques d'une certaine façon, mais ils parviennent à des conclusions assez proches sur ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler le temps de l'image. Pour le rappeler très brièvement, le néoclassicisme de Lessing, qui est inspiré de Winkelmann, repose sur l'idée que l'objet suprême de l'art plastique, ça n'est pas l'imitation des actions, ça c'est le modèle aristotélicien qui est appliqué à la tragédie, c'est la beauté corporelle. Donc l'art suprême, c'est d'ailleurs pour Laocoon, pas la peinture, mais c'est la sculpture, et particulièrement la sculpture antique. À partir de là, Lessing esquisse une sémiotique des arts, qui est bien connue, et qui définit aussi des normes esthétiques. Chaque art doit avoir des objets qui sont conformes à sa nature, à son essence sémiotique. La poésie déploie ses signes verbaux dans le temps, et elle est seule à pouvoir représenter des actions qui sont elles-mêmes dans le temps. Et en revanche, la poésie a tort de vouloir décrire. Il y a chez Lessing toute une critique de la poésie descriptive du XVIIIe siècle. La peinture et la sculpture déploient leurs signes dans l'espace et ils ne peuvent représenter des actions. Et Lessing critique la peinture d'histoire, en particulier le Titien, qui a représenté en un seul tableau toute l'histoire de l'enfant prodigue. Je pourrais donner ici un autre exemple dont il ne parle pas, mais c'est de Véronèse, l'enlèvement d'Europe, où nous voyons plusieurs phases en fait dans le même tableau, des phases successives de l'enlèvement d'Europe. Au premier plan, elle monte sur le taureau dans lequel se dissimule Jupiter, puis nous la voyons dans un second plan à un moment ultérieur, et finalement on la voit dans la mer avec, sur son taureau. Elle figure 3 fois, en fait, à 3 moments différents. Donc ça, pour Lessing, évidemment, ce serait une absurdité. Ce n'est pas la vocation de la peinture de représenter du successif, mais elle doit représenter du simultané. Ces principes étant posés, ce qu'il y a de plus intéressant en fait chez Lessing, c'est peut-être moins cette opposition rigide que ce qui l'a fait bouger. Parce que, aussi actionnelle soit la poésie, les actions de la poésie ne peuvent pas être complètement abstraites et désincarnées. Elles se rattachent à des corps, et ces corps, il faut les décrire un minimum. Et donc, malgré tout, la poésie pourra aussi représenter des corps, notamment à travers les épithètes homériques. Aussi spatiale que soit la peinture ou la sculpture, elle doit saisir un moment qui a une certaine extension. Et c'est ce que Lessing appelle, c'est pas n'importe quel moment, c'est ce que Lessing appelle l'instant le plus fécond. Alors qu'est-ce que c'est l'instant le plus fécond ? L'instant le plus fécond, c'est celui où il y a quand même des traces de temps. Alors il y a des traces de temps, d'un temps juste antérieur et éventuellement d'un temps juste ultérieur. Il faut qu'il y ait des traces temporelles, en quelque sorte. On peut penser à Augustin, à nouveau, et à la conception du présent chez Augustin, parce que le présent chez Augustin comporte une rétention, quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire, et puis une protension, quelque chose qui est de l'ordre de l'anticipation aussi. Le présent, il y a 3 temps dans le présent augustinien. On pourrait dire que chez Lessing aussi.
l'instant le plus fécond, c'est un instant qui comporte en fait des traces de passé et un mouvement qui va vers l'avenir. Alors il y a des procédés picturaux pour figurer ça. L'un des procédés picturaux, c'est par exemple les plis du vêtement. Les plis du vêtement qui indiquent en fait les traces d'un mouvement. Dans les plis du vêtement, ce n'est pas un exemple de Lessing, mais c'est un exemple que je prends, il y a quelque chose, nous voyons bien par le flottement qu'il y a un mouvement qui s'est esquissé avant et que nous allons aussi vers un ailleurs. Donc ça, c'est un des procédés, selon Lessing, qui permet de définir un instant comme fécond. Fécond parce que doté d'un minimum de dilatation temporelle. Bon, ça nous indique déjà, et on va en reparler tout à l'heure, que l'instant, ce n'est pas l'instantané, justement. L'instant, il doit avoir un minimum d'extension. Une autre ruse, en fait, qu'on peut employer aussi, et qu'évoque Lessing, et c'est des paramètres qu'on va retrouver en photographie d'une autre façon. Une autre ruse, c'est l'étagement des plans dans le tableau. Parce que, en réalité, dit Lessing, dans le tableau, lorsqu'on a des nombreux personnages qui sont sur différents plans, ils ne sont pas exactement au même moment de l'action. L'espace, au fond, est convertible en une sorte de petite dilatation temporelle qui fait que ce qui est le plus loin n'est pas tout à fait synchrone avec ce qui se trouve au premier plan. Donc, étager les plans, c'est aussi ouvrir l'instant. En fait, d'ailleurs, on pourrait revenir à Véronèse, parce que là, pour le coup, on voit très bien que plus le plan est éloigné, plus l'instant est ultérieur. Le premier plan, c'est le premier temps, et puis il y a un deuxième temps moyen, pourrait-on dire. Donc là, on voit bien comment, dans la peinture, il y a effectivement une tradition qui fait que l'ordonnancement des plans n'est pas seulement spatial, mais il a aussi une dimension temporelle. Donc, retenons ceci, que chez Lessing, on a une appréciation de l'instant comme étant un instant qu'on pourrait appeler synthétique, qui est à la fois en rétention et en protension. C'est ça qui fait ce qu'il appelle sa fécondité. Alors, apparemment, Diderot dit des choses extrêmement proches, et pourtant Diderot a une pensée beaucoup plus fluctuante et mouvante à propos de cette question de l'instant. Ils ne se sont apparemment pas lus l'un l'autre, ils écrivent pourtant à peu près au même moment. Alors, dans les salons, il y a beaucoup de choses qui concernent l'instant. Il y a d'abord quelque chose qui est intéressant, qui est un article de l'encyclopédie sur la composition, un article de Diderot, où il parle de l'instant, mais alors vous allez tout de suite voir qu'il ne faut pas qu'on fasse de faux sens sur ce que dit Diderot, parce qu'il y a une formule qui revient très souvent dans les salons de Diderot, c'est « le peintre n'a qu'un instant ». Alors le peintre n'a qu'un instant, c'est une formule trompeuse pour nos oreilles modernes, parce qu'elle ne fait pas du tout allusion à la rapidité de facture que le peintre devrait avoir. Le peintre n'a qu'un instant, ça signifie le peintre, dans la fable dont il tire son tableau, ne doit choisir qu'un seul instant. C'est ça que ça veut dire. Le peintre n'a qu'un instant, il ne peut pas représenter toute une histoire. Il faut qu'il choisisse son instant. Donc le peintre n'a qu'un instant,
cet instant diderotien, cet instant privilégié, n'est pas tout à fait l'instant de Lessing. Et pour comprendre l'ambiguïté de Diderot, le côté mouvant, un peu mobile, parce que quand on lit les salons, on voit qu'il y a un entremêlement de conception de la peinture. Et si on voulait y aller un petit peu à la hache, on pourrait s'appuyer sur Jacques Rancière et une distinction que Jacques Rancière fait. Et on pourrait penser que Diderot est à la croisée des chemins. Rancière fait, dans son livre Aesthésis, une distinction entre deux régimes, ce qu'il appelle deux régimes de l'art. Alors, il y a un régime de l'art qu'on pourrait dire classique, qui est ce qu'il appelle le régime représentatif des arts. Et il y a un régime qu'on pourrait appeler moderne, qui est le régime esthétique des arts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le régime représentatif de l'art, la peinture se modèle sur les préceptes aristotéliciens de la poétique. Et parfois, Diderot se range apparemment complètement à ce régime. Par exemple, Diderot dit « Le peintre est assujetti dans sa composition aux mêmes lois que le poète dans la sienne ». Le poète, c'est le poète tragique ou le poète épique. Donc, il a l'air, au fond, de croire ou de vouloir croire qu'il y a une parfaite adéquation entre les préceptes aristotéliciens et la peinture. De quel point de vue? Rancière le précise. La peinture se veut une mimésis méliorative de personnages parlant et agissant. La peinture est mimétique. Elle prend des personnages, elle les idéalise, et ce sont des personnages parlant et agissant. Évidemment, parlant et agissant en peinture, c'est tout relatif. Comme cette peinture, comme cette mimésis, est méliorative, ces sujets privilégiés, c'est les sujets nobles. La grande peinture, c'est la peinture d'histoire. Elle est au sommet de la hiérarchie des genres. Et donc, en ce sens, dire comme Diderot, le peintre n'a qu'un instant, c'est dire il faut qu'il choisisse le meilleur instant de la fable. Mais quel est le meilleur instant de la fable chez Diderot? Je disais que ce n'est pas tout à fait le même que celui de Lessing. Il ne l'appelle pas le plus fécond, d'ailleurs, il l'appelle le plus intéressant. Chez Diderot, c'est l'instant, il faut choisir l'instant le plus intéressant. Et le plus intéressant, dit Diderot, c'est, selon la nature du sujet, ou l'instant le plus pathétique, ou le plus gai, ou le plus comique. Alors là, on change, en fait, subrepticement de paradigme, parce que ce qui guide Diderot, c'est la valeur émotionnelle de l'instant. Ce n'est pas sa valeur actionnelle, c'est sa valeur émotionnelle. Bon, d'ailleurs, la critique d'art de Diderot, c'est peut-être la première critique d'art émotionnelle qui existe, qui repose essentiellement sur l'empathie, en fait, sur l'émotion, sur l'empathie. Donc, ça a l'air de rien, mais ça change tout, en fait, que l'instant ne soit plus un instant significativement actionnel, mais que ce soit un instant émotionnel. D'ailleurs, il y a une autre différence, c'est que chez Lessing, l'instant le plus fécond n'est pas l'instant du paroxysme. C'est toute l'histoire du Laocoon. Il ne faut pas peindre les émotions à leur paroxysme pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est laid, c'est-à-dire on risque de représenter des personnages qui hurlent, qui ont la bouche ouverte, et ça va faire des trous dans la représentation. Ça, c'est une première raison. Et puis, il y a une deuxième raison,
qui est très importante pour Lessing aussi, c'est que l'instant ne doit pas être paroxystique parce qu'il doit être prolongé mentalement par le spectateur. C'est-à-dire qu'il doit avoir une possibilité de prolongement imaginaire. Il ne faut pas qu'il soit achevé, en quelque sorte. Ah. Donc ça, c'est les deux critères lessingiens qu'on ne retrouve pas chez Diderot. Parce que chez Diderot, l'instant émotionnel, il est paroxystique. Au contraire, parce que c'est celui où il va y avoir la communication empathique la plus forte. C'est au moment du paroxysme de l'émotion. Ceci mis à part, comme chez Lessing, Diderot se pose la question d'une extension possible de cet instant le plus intéressant. Hein, comment faire est-ce qu'il n'y a pas des peintres qui peuvent dilater, en quelque sorte, le temps de ce paroxysme émotionnel? Et on en trouve effectivement des traces chez Diderot. Ce qui va dilater l'instant le plus intéressant, c'est un mouvement pathétique. Ce n'est pas un mouvement actionnel, c'est un mouvement pathétique, c'est-à-dire le passage d'une émotion à une autre. Et voici l'exemple que Diderot en prend, et il le commente comme ceci. Donc, il s'agit du cycle de Marie de Médicis par Rubens. Voici ce que dit Diderot. Il y a pourtant des occasions où la présence d'un instant n'est pas incompatible avec les traces d'un instant passé. Des larmes de douleur couvrent quelquefois un visage dont la joie commence à s'empourprer. Un peintre habile saisit un visage dans l'instant du passage de l'âme d'une passion à une autre, et il fait un chef-d'œuvre. Telle est Marie de Médicis, dans la Galerie du Luxembourg. Rubens l'a peinte d'une manière que la joie d'avoir mis au monde un fils n'a point effacé l'impression de douleur de l'enfantement. Donc, ce qu'admire ici Diderot, c'est une sorte de transition, de mouvement émotionnel, de dilatation de cet instant. Mais Diderot fait flotter en plus encore cette notion d'instant. Bon, d'abord, il faut bien dire que si il a l'air parfois d'adopter les critères classiques du régime représentatif de l'art, c'est-à-dire de mettre au plus haut la peinture d'histoire, en fait, quand on lit les salons, c'est un débinage général, pratiquement, de toutes les tentatives de peinture d'histoire qu'il recense. Voilà. Et les raisons sont profondes, en fait. Diderot ne cesse de critiquer, au fond, les prétentions de la peinture d'histoire, parce que, pourquoi ? Parce qu'il lui oppose le naturel de la peinture de genre. Les scènes domestiques, à la Greuze, ça c'est du naturel. Et, dit Diderot, le peintre d'histoire, en fait, il n'a jamais vu ce qu'il représente. Et il l'idéalise, il l'invente, il le rend vraisemblable, mais il ne le rend pas vrai. Alors que le peintre de genre, lui, il a vu les scènes domestiques qu'il représente. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'idéalisation. Je cite, « Le peintre de genre a sa scène sans cesse présente sous les yeux. Le peintre d'histoire n'a jamais vu ou n'a vu qu'un instant la sienne. » Mais il l'a oublié. Donc les valeurs du vrai sont en train de détrôner pour Diderot les valeurs de la vraisemblance et du même coup de destituer en réalité la peinture d'histoire au profit de la peinture de genre, mais aussi d'autres types de peinture encore plus bas, des registres de peinture encore plus bas. Et c'est comme ça que s'annonce ce qu'on peut appeler avec Rancière le régime esthétique de l'art chez Diderot.
C'est ce qui fait que des sujets ignobles, l'arrêt de Chardin, par exemple, peut être admiré. Et cette fois-ci, l'évaluation ne porte plus sur la convenance de la représentation, est-ce que les personnages ont bien la physionomie qui convient à la fable, etc. C'est plus la question. La question, c'est l'expressivité de la matière picturale. Pourquoi Chardin est un grand peintre? C'est parce que la matière picturale de l'arrêt a une force expressive, ce qui est évidemment un critère esthétique entièrement nouveau et différent de celui qui occupe encore les signes. Par ce tournant, au fond, il se dessine dès le moment, et je reviens à l'article de l'encyclopédie où Diderot définissait l'instant le plus intéressant, et il faisait suivre cette définition d'une importante concession. Je reprends la citation. L'instant le plus intéressant, c'est selon la nature du sujet ou l'instant le plus pathétique ou le plus gai ou le plus comique, à moins que des lois particulières à la peinture n'en ordonnent autrement, que l'on regagne du côté de l'effet des couleurs, des ombres et des lumières, de la disposition générale des figures, ce que l'on perd du côté du choix de l'instant et des circonstances propres à l'action. C'est-à-dire, s'il y a un effet esthétique, au fond, ce que j'appelais tout à l'heure expressivité picturale assez forte, ma foi, l'instant, c'est pas très grave si c'est pas le mieux choisi. Ça va compenser. Il y a un autre critère qui se met ici en place. Et ici, je parlerai d'un instant qui n'est même plus un instant émotionnel, mais d'un instant esthétique. Si le tableau compense, au fond, ce qu'il représente par un moment d'expressivité picturale, alors il peut aussi réussir. Et c'est Chardin, bien sûr, qui est évoqué ici. Je cite dans le style un peu lyrique de Diderot, c'est celui-ci qui entend l'harmonie des couleurs et des reflets. Ô Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur la palette, c'est la substance même des objets, c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. Et j'en ai pas tout à fait fini avec Diderot et les évolutions de la notion d'instant chez Diderot. Je voudrais finir par un dernier type d'instant, qui est une sorte d'instant chez Diderot annonciateur, en fait, d'un futur de la peinture, et c'est ce que j'appellerais l'instant atmosphérique. Et c'est à propos d'une série de tableaux de Joseph Vernet, et en particulier celui-ci, que Diderot écrit ceci en 1765. « Allez à la campagne, tournez vos regards vers la voûte des cieux, observez bien les phénomènes de l'instant, et vous jurerez qu'on a coupé un morceau de la grande toile lumineuse que le soleil éclaire pour le transporter sur le chevalet de l'artiste. » Donc ici, et ça sera la dernière pointe, si j'ose dire, avancée de la pensée de l'instant chez Diderot, l'instant pictural, c'est l'instant lumière. C'est l'instant lumière, celui qui, bien sûr, qui va occuper bien plus tard les impressionnistes, mais que déjà on voit apparaître chez Joseph Vernet. Bon, si je voulais résumer le parcours de Diderot en des termes cette fois un peu deleuziens et pour aller très vite, presque à 200 à l'heure, je dirais que Diderot opère un déplacement en fait dans sa critique d'art de l'image mouvement de la peinture d'histoire vers l'image temps en fait de l'expressivité
picturale. J'en ai fini avec cette partie de la peinture, et puisque j'ai promis de la photographie, il faudrait quand même que j'en parle, même si l'heure tourne. La préoccupation de l'instant dans les arts représentatifs va évidemment devenir centrale au XIXe siècle avec l'invention de la photographie. Ce qui en témoigne explicitement un peu plus tard, puisqu'on est toujours autour de ces histoires d'instant le plus fécond ou le plus intéressant, eh bien, allons-y avec Cartier-Bresson, l'instant décisif. 1952, Cartier-Bresson écrit une petite préface à un recueil qui s'appelle Images à la sauvette. Et il y a une page ou deux, enfin c'est très rapide, et puis c'est pas, Cartier-Bresson n'est pas un philosophe, mais il y a une page ou deux qui avance cette notion d'instant décisif. Avant d'y venir, je voudrais réfléchir un petit peu avec vous au temps photographique. Si on voulait transposer la formule de Diderot à la photographie, si on voulait dire le photographe n'a qu'un instant, qu'est-ce qu'on dirait en fait? Qu'est-ce que ça désignerait? Alors je crois que ça désignerait plusieurs strates temporelles simultanées. Le photographe n'a qu'un instant, c'est l'instant du monde d'abord, c'est l'instant historique qu'il saisit. Le photographe n'a qu'un instant, il n'a que l'instant de son appareil, de sa machine, plus ou moins rapide selon les époques, selon les progrès de l'instantané. Le photographe n'a qu'un instant, c'est aussi une troisième couche, c'est l'instant de ce qu'il calcule esthétiquement, ce qu'il anticipe esthétiquement comme image. Il y a une superposition temporelle donc chez le photographe. Je voudrais ajouter une chose, c'est que la spécificité de la photographie, je parlais de technologie de l'instant au début de cette présentation, la spécificité de la photographie, c'est qu'elle capte des instants, mais elle le fait en un instant. Elle le fait elle-même en un instant. Même si cet instant a pu être, comme on le sait, assez long dans les débuts de la photographie, dans l'archéologie de la photographie. Et il y a une histoire de la photographie au XIXe, qui est une histoire qui va vers une coïncidence presque parfaite, qui se voudrait parfaite et qui ne le sera jamais. Coïncidence entre le temps de la conception de l'image et le temps de l'exécution. Chose absolument étrangère au peintre, évidemment. Entre conception et exécution, entre conception et travail de la main, il y a des temporalités qui sont foncièrement différentes. Dans la photographie, entre conception de l'image et exécution de l'image, il y a tangentiellement quelque chose de proche. Alors, j'irai un peu plus vite, parce que c'est des choses dont j'ai parlé dans la brûlure de l'image à propos de ces strates temporelles. Donc la première strate temporelle, c'est une strate historique. C'est celle, par exemple, qui intéresse tellement Barthes dans La Chambre claire. Barthes a d'ailleurs une formule merveilleuse et que j'utilise à mon profit, parce qu'elle veut dire autre chose, à propos des premiers appareils photographiques qui étaient extrêmement encombrants, qui étaient supposaient un déplacement de matériel très, très important. Barthes a cette expression, il dit que c'était des horloges à voir. Ça ressemblait un peu effectivement à des horloges, ces chambres en bois qu'on trimballait. Bon. Mais horloge à voir, on ne saurait pas mieux dire, parce qu'effectivement, la photographie donne le temps.
elle nous donne l'heure. Ah, elle nous donne l'heure de ce qu'elle montre. Et l'un des premiers à le remarquer, c'est Talbot qui est l'inventeur du calotype, c'est-à-dire la photo papier, et qui est aussi le premier à avoir fait un album photographique avec ces clichés, hein, qui s'appelle The Pencil of Nature, hein, le crayon de la nature. Et il remarque une chose, il fait des remarques très désordonnées en fait sur ces calotypes. On voit bien que la photographie, c'est pas du tout où elle va en fait. Donc, à quoi ça va servir? Est-ce que ça va être des espèces de photocopieuses, des photos? Est-ce que ça va être des gravures? Est-ce que ça va... On ne sait pas trop. Donc, les remarques de Talbot vont un peu dans tous les sens, mais elles sont néanmoins très intéressantes. Et ici, il a photographié l'entrée de Queen's College, où il avait fait ses études. Et il a pris la photo, et c'est en la développant qu'il s'est rendu compte qu'il avait pris autre chose. Il avait pris l'heure qui était à la pendule, et qu'il n'avait pas remarqué dans un premier temps. Et très belle illustration et allégorie de la photo donne l'heure. Oui, elle donne l'heure, bien sûr, plus précisément quand on photographie des pendules, mais d'une façon générale, elle donne l'heure. Donc, Barthes lit dans La Chambre claire, pas forcément ailleurs, mais dans La Chambre claire, il lit la photographie du point de vue, justement, de son moment historique. Ah. Ce qui est intéressant chez Barthes, il y a des choses inintéressantes, il ne s'intéresse pas du tout à la composition des images qu'il commente dans La Chambre claire. Absolument pas. Enfin, il n'y a aucun commentaire sur la construction de l'image, tout ça. Non, tout ce qui l'intéresse, c'est ça a été, selon la fameuse formule, mais qui est un peu plus complexe, parce qu'en fait, il y a deux formules qu'il emploie pour parler du passé historique de l'image. Il y a cela a été, passé composé, et puis, tout d'un coup, il évoque le latin interfuit. Mais interfuit, ce n'est pas un passé composé, c'est un prétérit, hein. C'est un passé simple, et ce n'est pas la même chose. Parce qu'en fait, il y a ces deux aspectualités du rapport que nous avons à l'objet passé photographique. Et ces deux aspectualités, Barthes les développe d'ailleurs. Cela fut, c'est du passé historique. Ah. C'est du passé en soi, c'est du passé détaché de nous. Hein. Comme le dit Benveniste, c'est quelque chose qui apparaît sur la scène de l'histoire, mais d'une façon lointaine et isolée. Et cela a été, c'est du passé composé, et c'est un passé qui continue de retentir dans notre présent. C'est un passé qui existe comme passé, mais qui vient jusqu'à nous. Je dirais que ces deux aspectualités, Barthes les étudie tour à tour dans La Chambre claire, parce que ce qu'il appelle studium et punctum, c'est en fait deux rapports aussi temporels. Studium, c'est des détails que je trouve dans l'image. Puis voilà, ça m'intéresse. Historiquement, c'est intéressant. Tiens, les gens s'habillaient comme ça, à cette époque-là. Il y a des détails documentaires, ce qui fait qu'on ne s'ennuie presque jamais dans une exposition de photos, parce que, justement, il y a toujours des petits détails documentaires. Ça, c'est interfuit. Et puis, il y a ce qu'il appelle punctum. Alors, punctum, ça vient jusqu'à moi. C'est quelque chose qui me pointille. C'est quelque chose de l'ordre d'un très léger trauma. Mais ça, c'est le passé composé, le très léger trauma. C'est quelque chose qui vient du passé et qui continue de retentir en moi. Et au fond, subrepticement, et je pense sans l'avoir
vraiment voulu le faire, Barthes, ici, définit 2 aspectualités du moment photographique. Il peut s'agir des mêmes photos, parce que dans la même photo, il y a du studio, mais il y a du punctum. Hein. Mais c'est 2 façons de les regarder. En revanche, c'est 2 façons de considérer leur instant. C'est leur instant comme détaché ou leur instant comme arrivant jusqu'à moi. Ici, je vois la retourner, donc j'hésite un petit peu. Je voudrais avancer peut-être un petit peu plus vite. Un des problèmes que la photographie a rencontré, c'est le problème de l'instantané et de sa conquête. Il y a eu une belle thèse en 1999 inédite, mais on la trouve sur Internet très facilement, qui s'appelle La conquête de l'instantané, et qui raconte comment on a voulu raccourcir les temps de pause au XIXe siècle. Et on y est arrivé, on est tellement bien arrivé que tout d'un coup, la photographie, qui était trop longue par les temps de pause, qui imposait une rigidité et une sorte d'artifice, au fond, en un sens, elle est devenue trop rapide. Cartier-Bresson a beaucoup pratiqué d'instantané, mais bon, il y en a toute une série chez Cartier-Bresson d'être suspendu dans le temps et dans l'espace aussi. Mais si on veut revenir aux origines, voilà, c'est Auguste Lumière. C'est un des premiers instantanés où il saute par-dessus une chaise. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé à maîtriser effectivement l'instantané? On a produit en fait des objets temporels qui n'existent pas. C'est-à-dire, ça se voit qu'en photo. On ne l'a jamais vu. C'est pas quelque chose dont on peut faire l'expérience temporelle. Hein, de Auguste Lumière suspendu au-dessus d'une chaise. Et les photographes se sont tout de suite aperçus que l'instantané tuait l'instant. Et se sont posés donc la question de comment, en fait, réintroduire une temporalité de l'instant tout en maîtrisant l'instantané. Et là, on va retrouver des choses qu'on a déjà un peu vues avec la peinture, c'est-à-dire il y a un certain nombre de procédés pour réintroduire du temps. Alors, il y en a un qui est tout simple, c'est le flou. À quoi j'ajoute 2 choses sur le flou. En fait, il y a plusieurs flous. Il y a un flou qui n'a rien à voir avec le temps, qui est simplement un défaut de mise au point. Il y a un flou qui est un flou de mouvement. Mais même ce flou de mouvement peut être double. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous montre 2 photos, et ce n'est pas du tout le même flou. Ça, c'est Frank Cappa, 1944, et ça, c'est Lartigue, 1912. Alors, en 1912, c'est flou parce que ça bouge. C'est l'objet qui bouge. Mais Frank Cappa, on a découvert quelque chose de tout à fait étonnant à propos de ces photos du débarquement, c'est qu'il bougeait exprès son appareil photo pour dramatiser le mouvement du débarquement. Donc, c'est pas seulement que les objets bougeaient, mais c'est que l'appareil aussi bougeait. Mais en revanche, il s'agissait de figurer, au fond, quelque chose de l'instant, de son mouvement. Et ici, nous avons quelque chose comme l'analogue, si vous voulez, des plis chez Lessing. Hein. Comment faire pour qu'il y ait des traces temporelles dans une image fixe. Et puis, on retrouvera aussi comme procédé, alors, ici c'est une photo de Wynne Bullock, où le temps de pause est assez long, en sorte que l'océan a pris une dimension un peu visqueuse, si vous voulez, qui traduit un peu sa temporalité.
et qui s'oppose en fait à une autre temporalité qui est la temporalité minérale de ces falaises, dont on sait bien que archéologiquement aussi ça a été du mouvement, ça a été un mouvement d'une certaine façon analogue ou comparable aux vagues. Et puis au milieu, il y a cette femme qui fait du yoga, qui est une sorte de pivot d'immobilité, une sorte de point central de l'instant. Autre exemple qui ressemblerait peut-être à l'étagement des plans, c'est pas exactement l'étagement des plans, mais c'est une belle photo de Vinogrande qui est arrivée à cloisonner en fait son image, c'est-à-dire qu'il y a trois temporalités. Il y a les filles qui avancent dans une sorte de losange de lumière assez triomphalement sur l'avenue. Il y a un groupe à droite qui attend l'autobus et qui est tourné dans l'autre sens. Et puis à gauche, il y a un être handicapé, écroulé en fait, endormi sans doute sur sa chaise. Et nous voyons pas exactement qu'il y a distension temporelle, mais que ces trois groupes d'êtres ne vivent pas dans la même temporalité. Et puis comme je suis un peu vaniteux, j'en profite pour vous montrer une photo que j'ai faite à New York et qui me semble une bonne incarnation aussi de la dilatation de l'instant. Parce qu'ici, il y a également trois groupes, en fait, qui sont sur cette même avenue du Lower East Side. Mais il y a un groupe qui est arrêté, qui est au milieu, qui est au cœur de ce moment instantané. Il y en a un qui s'en va, et qui s'en va d'ailleurs dans le sens contraire des lettres qui orientent vers la droite. Et puis, il y a un troisième personnage qui se retourne, comme pris par une rétention sur ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est une photo qui, je crois, illustre bien quelque chose de la façon dont une photographie peut arriver à suggérer, à ouvrir en fait l'ordre assez sec de l'instantané pour lui donner une sorte d'épaisseur temporelle. Je crois que je vais passer, parce que je vois que l'heure tourne sur un certain nombre de choses, parce qu'il me semble avoir dit peut-être l'essentiel. J'aurais pu vous parler plus largement de l'aspectualité de la photographie, mais on en parlera peut-être dans la discussion. Et je vais en venir à ma conclusion. Ce qui me paraît le point où je veux en venir pour finir, ça tient au dédoublement de l'instant. Et à un dédoublement que pour employer un grand mot, on pourrait dire presque ontologique de l'instant. Et ce dédoublement, il me semble qu'il nous est révélé par la photographie. C'est la photographie qui l'expose, en quelque sorte, ce dédoublement de l'instant. Qu'est-ce que c'est faire une photographie ? À quoi est-ce qu'on a affaire ontologiquement dans une photographie ? On a affaire à un instant événement, il y a quelque chose qu'on capte, et on a affaire à un instant image. Au moment où je déclenche, où le photographe déclenche, il pressent un événement et il préfigure une image. Et l'instantané s'efforce de faire se rejoindre au plus près donc l'événement et l'image, mais on a vu, si elle veut faire trop bien, elle manque son coup. Bien que contradictoires, ces deux perceptions tendent à coexister dans toute photographie. Et elles sont en quelque sorte en oscillation. L'instant événement et l'instant image.
Mais ce que je voudrais suggérer, c'est que ce n'est pas un cas particulier de la photographie. Je voudrais suggérer que c'est la temporalité de l'instant qui fonctionne comme ça. Et vivre un instant en pleine conscience de l'instant, c'est simultanément saisir son événementialité et sa représentation. C'est les deux choses. Et ça découle du caractère attentionnel de l'instant qu'on a admis avec Bachelard et avec Schaeffer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire faire attention? Faire attention, c'est se représenter ce qu'on est en train de vivre. Faire attention, c'est s'arracher à l'événement pour s'en former une image. La seule différence, si vous voulez, entre le photographe et tout un chacun, c'est que l'instant de tout un chacun ne se matérialise pas en cliché, l'image qu'il s'en fait, mais elle demeure une image mentale, une photographie non développée, en quelque sorte. Et pour saisir ce dédoublement de l'instant, je ferai un dernier petit détour, pas trop long, par Bergson. Alors cette fois-ci, je serai d'accord avec lui, je ne serai pas avec Bachelard contre lui, mais je serai avec lui. Dans l'énergie spirituelle, Bergson développe une idée qui est très curieuse, très étonnante, c'est l'idée du souvenir immédiat. Et il a toute une thèse sur la formation du souvenir qui est assez paradoxale. Donc, j'en cite l'essentiel. La formation du souvenir, dit Bergson, n'est jamais postérieure à celle de la perception. Ça se passe en même temps, dit Bergson. Elle est contemporaine. Au fur et à mesure que la perception se crée, son souvenir se profile à ses côtés comme l'ombre du corps. Mais la conscience ne l'aperçoit pas d'ordinaire. Alors, il y a un seul cas, dit Bergson, où je peux accéder au souvenir immédiat, et c'est comme ça qu'il interprète toutes les expériences de déjà vécu. L'impression, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Qu'est-ce qui se passe, nous dit Bergson? Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que, au lieu d'être... Ma perception, si vous voulez, elle est orientée vers une pratique, vers un projet, vers une action. Et ça, c'est le cas ordinaire. Je perçois les choses, mais dans un contexte actionnel, dans un contexte de projet. Puis, il peut y avoir des moments où j'oublie, au fond, ce contexte pratique, ce contexte de projet. Et à ce moment-là, je peux être investi, au fond, par le souvenir immédiat de ce que je perçois, plutôt que par sa fonctionnalité pratique. Et je me dis, mais ça a la coloration, dit Bergson, du souvenir. D'où l'effet de déjà vu, déjà vécu. Je dirais que c'est une belle image pour moi, je le prends comme métaphore, de la duplicité de l'instant. En tant que, donc, il est à la fois événement et projection aussi, déjà, d'une image. Si je voulais parler en termes bergsoniens, je dirais les photographies matérialisent les souvenirs immédiats de nos perceptions. Et c'est un peu vrai, c'est ce qui se passe de plus en plus avec le numérique et les appareils digitaux. C'est même le film complet de ma mémoire immédiate que je cherche à matérialiser. Et je ne m'étonne pas, au fond, d'avoir vu l'exposition d'un photographe américain qui s'appelle Ralph Gibson, qui a fait un recueil en 1973, et ce recueil s'appelle « Déjà vu ». Et ça ne faisait pas allusion
à la banalité de ces photos. Ça faisait allusion, je crois, très essentiellement à cela qui se passe dans la photographie. Je vous remercie.